On croit connaître l'histoire. Vraiment? On ignore presque tout de ce qui s'est réellement passé. Ce qui va suivre, ce n'est pas une simple énigme, c'est un effondrement. L'histoire officielle, elle commence comme ça. Un empereur est mort. L'Empire tout entier pleure son héros. On lui organise des funérailles grandioses, évidemment. Sauf qu'il y a un problème, un tout petit détail. Son tombeau est vide. Et attention, là, on ne parle pas d'une obscure théorie du complot, non, on parle d'un secret d'État, le secret le mieux gardé des Romanov. La vraie question, ce n'est même pas de savoir ce qu'il n'y a pas dans ce tombeau, c'est de comprendre pourquoi sa propre famille a choisi de mentir. Alors pour comprendre ce vide, il faut d'abord comprendre l'homme. Qui était-il, cet Alexandre Ier? Eh bien c'était le tsar qui voulait disparaître. Le voilà. Sur le papier, c'est le libérateur de l'Europe, le grand vainqueur de Napoléon. Un héros, un mystique. Mais en réalité, c'est un homme brisé. Son empire est immense, oui, mais sa culpabilité, elle, est infinie. Il faut comprendre qu'il est monté sur le trône, sur le cadavre de son propre père, un assassinat. Et le pire, il était au courant. Il l'a laissé faire. Toute la fin de sa vie, il ne répète qu'une seule chose. Je veux abdiquer. Je veux disparaître. Une obsession. Évidemment, personne ne l'a pris au sérieux. Grosse erreur. Ils auraient vraiment dû. Et puis, en 1825, tout bascule. Le tsar est à Taganrog, un port paumé au fin fond de l'Empire. Et là, il tombe malade. Une fièvre qualifiée d'étrange. Sa mort est fulgurante. Un peu trop même. Et c'est là que les choses deviennent bizarres. Le corps est embaumé à toute vitesse. Le cercueil est scellé, immédiatement. Et à son arrivée à Saint-Pétersbourg, l'impensable se produit. On ordonne qu'il reste fermé, même pour sa propre mère. Personne, absolument personne ne verra le visage du tsar mort. Bon, l'Empire pleure son tsar. L'histoire officielle est écrite. On tourne la page. Fin du chapitre. C'est ce que tout le monde croit. Sauf que, 10 ans plus tard, loin, très loin, aux confins de la Sibérie, un fantôme refait surface. Imaginez la scène. Au fin fond de la Sibérie, un vieil ermite sort de nulle part. Il se fait appeler Féodor Kuzmich. C'est tout. Pas de passé, pas de famille, rien. Sauf que cet ermite est très particulier. Il a une éducation de prince. Il connaît des détails sur la guerre contre Napoléon que seul le tsar lui-même pouvait connaître. Alors oui, les paysans le prennent pour un saint, la police secrète, elle, le surveille de très près. Mais le plus dingue, c'est la réaction de la famille impériale. Les Romanov ne l'arrêtent pas. Mieux, ils le protègent. Ils lui envoient de l'argent. Pourquoi la famille la plus puissante du monde protégerait-elle un simple ermite? Une coïncidence? Regardez bien. L'écriture est identique. Le regard, c'est le même. Féodor Kuzmich meurt en 1864, en emportant son secret dans sa tombe. Sa deuxième tombe, donc. Mais vous vous doutez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Non, là, elle bascule dans le polar. Un vrai polar familial. Parce que maintenant, ce sont les descendants qui entrent en scène. D'abord le neveu, le tsar Alexandre II. Le doute le ronge, cette rumeur de l'ermite le hante, alors il lance une enquête discrète. Et puis, en 1864, quand l'ermite meurt, il fait quelque chose d'impensable. Il ordonne d'ouvrir, en secret, le tombeau de son oncle. Des années passent. C'est au tour de son fils, Alexandre III, un homme réputé pour haïr le mensonge. Lui, il veut la vérité. Alors il fait rouvrir le tombeau, une deuxième fois. Mais cette fois, c'est officiel, devant témoins. Alors, la question à 1 million de roubles, qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver à l'intérieur? Le rapport officiel de ce jour-là est glacial, laconique. Il dit simplement « le tombeau ». Était vide, vide, pas de corps, pas d'uniforme, rien, le silence d'une crypte. C'est vertigineux quand on y pense. La même dynastie qui a organisé les funérailles grandioses d'Alexandre Ier est celle qui constate, des décennies plus tard, son absence. Alors voilà, on pourrait se dire, mystère résolu, fin de l'histoire, merci, bonsoir. Sauf que non, ce n'est pas la fin. En fait, c'est là que la vraie histoire commence. On fait un bond dans le temps. 1917, révolution russe. Les bolcheviks prennent le pouvoir. Leur obsession, effacer le passé. Alors ils ouvrent tous les tombeaux des tsars. Ils les profanent. Tous, sauf un seul. Le tombeau d'Alexandre Ier. Ils n'y touchent pas. Pourquoi? Pourquoi cette étrange exception? La réponse est aussi simple que terrifiante. C'est parce qu'ils savaient. Le nouveau pouvoir savait pertinemment que l'ancien pouvoir avait menti. Et ouvrir ce tombeau vide, ça aurait été révéler que la figure sacrée du tsar n'était en fait qu'une gigantesque mise en scène, une illusion. Finalement, la vraie énigme, ce n'est pas de savoir où Alexandre est vraiment mort, c'est de comprendre que l'histoire, avec un grand H, n'est souvent qu'une histoire.
la version des faits sur laquelle les vainqueurs se sont mis d'accord. Alexandre, lui, n'a pas seulement fui son trône, il a fui l'histoire elle-même. Et le plus fou, c'est qu'il a réussi. Cette fuite, ce mensonge d'État originel, ce n'était que le début de la fin pour les Romanov. La toute première fissure dans les fondations de l'Empire. Une fissure qui, des décennies plus tard, allait devenir un gouffre béant, avec l'arrivée d'un tout autre genre de mystique. Un homme qui, à l'inverse d'Alexandre, n'a pas fui le pouvoir. Au contraire, il l'a dévoré de l'intérieur. Le premier a tout fait pour s'effacer, le second pour s'imposer. L'histoire d'Alexandre Ier, c'est donc celle d'un homme qui ne voulait pas mourir en tsar. Mais l'histoire de Raspoutine, eh bien, c'est celle d'un homme que personne n'arrivait à tuer.